Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire Les Affaires intitulé IBM Power ou Intel, quelle plateforme choisir pour passer à la vitesse ANA. Je me présente Gaëtan Bourdouin, je suis gestionnaire de projet, stratège de contenu pour les événements Les Affaires. Tout d'abord, voici quelques indications pour le bon déroulement du webinaire. Si vous souhaitez poser une question en privé durant la présentation, vous pourrez le faire en écrivant dans le coin en bas à droite de votre écran. Nous aurons une période pour y répondre à la fin de la présentation vers 12h50. Il vous sera aussi possible de revoir ce webinaire en différé. Vous recevrez le lien pour le faire par courriel dès demain. Le webinaire de ce midi vous permettra de découvrir et d'apprendre plutôt les prérequis de l'infrastructure SAP ANA, connaître les distinctions des plateformes IBM Power et Intel VMware pour SAP ANA, découvrir aussi des cas d'usage réels d'évaluation de plateforme pour une migration vers une base de données ANA et aussi être prêt à migrer justement vers la solution SAP ANA. Donc, on a un webinaire très pointu aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, nous avons le privilège d'avoir avec nous Alain Malbeuf, concepteur solutions pré-vente infrastructure chez Novipro. Bonjour Alain. Bonjour Gaëtan. Et aussi, on a Sébastien Castonguay, directeur technique et infrastructure chez Créatech. Bonjour Sébastien. Salut. Ça va bien, messieurs? Oui. Très bien. Alain, vous possédez plus de 16 années d'expérience professionnelle en infrastructure informatique. Au cours de ces dernières années, vous avez agi surtout en tant qu'administrateur de réseau et de système, coordonnateur et architecte technologique, ainsi que directeur d'infrastructure informatique, couvrant ainsi tous les aspects du centre de données actuel. Est-ce que j'oublie l'essentiel? Non, c'est exactement ça. Sébastien, quant à vous, vous possédez plus de 13 années d'expérience à titre de consultant SAP NetWeaver. Et, excusez mon... Ouais, c'est bon, NetWeaver. Weaver, c'est bon. Parfait. Et architecte technique. Au cours de votre carrière, vous avez participé à de nombreuses implémentations et migrations SAP qui vous ont permis d'être reconnus dans la communauté SAP en tant que Trust Advisor. Regardez, messieurs, on vous écoute et on revient à 12h50. Bonjour, je vais débuter donc avec l'agenda. On va passer rapidement sur qu'est-ce que SAP ANA, les grandes lignes de cette solution-là, pour ensuite parler des plateformes, des deux plateformes principales, que sont la plateforme Intel VMware ainsi que la plateforme IBM Power. Par la suite, on va faire des comparatifs de solutions. Et donc, on va faire une analyse de deux cas clients avec des données réelles. Et finalement, si les gens ont des questions, on va pouvoir passer à une période de questions. Donc, rapidement, le groupe Novipro, c'est un groupe qui existe depuis plus de 25 ans. On compte plus de 135 employés. Et le groupe Novipro repose sur 3 piliers. Premièrement, Novipro Solutions d'affaires, dont le focus est sur les solutions ERP et les autres besoins des entreprises. Au niveau central, on a Novipro Solutions technologiques axées sur les solutions de centre de données, autant au niveau matériel qu'au niveau logiciel. Et finalement, notre division eSpace, qui est notre division info nuagique et de services gérés. Côté Créatech, nouvellement partenaire du groupe Novipro, compagnie qui a été créée il y a plus de 25 ans, c'est en 1993. Maintenant avec plus de 300 employés. Le but de Créatech, c'est d'aider ses clients à grandeur du Canada pour l'optimisation de leur processus d'affaires et dans l'implantation de solutions technologiques telles que SAP ANA. Donc, depuis les 25 dernières années, Créatech est toujours au service de ses clients. Merci Sébastien. On va pouvoir commencer avec une brève description de SAP ANA. Donc, débutant avec un peu d'histoire, question de bien se situer. SAP existe depuis maintenant plus de 40 ans. On peut voir les premières versions, soit R1 et R2. C'était les versions mainframe dans les années 70. Depuis 92, la version client-serveur a vu le jour, soit la version R3. Que veut dire R3? R pour le Real-Time Data Processing et le 3 pour 3 tiers, donc base de données,
serveur d'application SAP, et le fameux SAP GUI qui sert pour le client. La version actuelle, qui est la plus répandue, c'est la version SAP ERP ECC. Elle est disponible depuis 2004. Comme on peut le constater avec les versions majeures ERP de SAP, normalement, ils ont une durée de vie d'environ de support, environ de 20 ans. La dernière version majeure ERP qui est disponible depuis 2015, c'est la version S4 HANA. Donc, comme le nom le mentionne, ne fonctionne que sur la base de données HANA. Grosse nouvelle la semaine dernière par SAP. On entend toujours parler de la fameuse date fatidique du 2025, mais SAP a décidé de faire une extension de support de fin de vie jusqu'en 2030. Donc, l'extension est sans frais jusqu'en 2027. Par contre, pour les années suivantes, soit 2028-2029, il y a des frais de 2% de maintenance additionnelle. Elle, quant à la version S4 HANA, sera supportée jusqu'en 2040, donc qui donne un support de 25 ans. Puisque ECC non-suite en HANA est en fin de vie pour le 31 décembre 2025, il est fortement recommandé de procéder à la migration vers HANA ou encore S4 HANA. Ne pas attendre la date limite. La majorité de ces projets-là, pour les compagnies, c'est des projets qui vont avoir besoin d'aide. Les compagnies de services telles que Createch. Il faut prendre en considération que plus vous attendez, plus qu'il va y avoir un effet de goulot d'étranglement, puis à la fin, vers les années 2025, etc., c'est sûr que les ressources vont se faire plus rares. La grande différence technique par rapport aux versions antérieures de ERP SAP, c'est que l'application SAP pouvait fonctionner sur toutes les grandes bases de données. On parle ici de soit Oracle, DB2, SQL. La grosse différence justement avec S4, qui elle ne fonctionne qu'avec la base de données propriétaire de SAP, soit la version SAP HANA. Pourquoi le nom S4? Simplement parce que c'est la suite logique de R3. Donc la lettre qui suit R, ben, c'est S, et ce qui suit le 3, c'est 4. Ne cherchez pas d'autres raisons, c'est simplement cette raison-là. Donc, qu'en est-il de SAP HANA? SAP HANA est un système de base de données en mémoire, donc in-memory, qui appartient à SAP. La première version disponible, donc la version HANA 1.0, a été rendue publique en 2011. La version actuelle, HANA 2.0, qui est la dernière version majeure, elle est rendue disponible depuis 2016. Donc, en résumé, SAP HANA existe depuis maintenant près de 10 ans. Donc, puisque la version 1.0 est en fin de vie, fin de support pour le 31 mai 2021, soit dans un peu plus d'un an, il serait temps de penser à faire la mise à jour vers la version 2.0. Et ne pas oublier que toutes les mises à jour ont des dépendances. Donc, ça va être important de les valider afin que la mise à jour soit la plus transparente possible pour l'entreprise. Tel qu'on peut voir par le schéma, il y a le système d'exploitation Linux, la base de données SAP HANA et les applications SAP. Ne pas confondre avec les applications SAP qui, elles, peuvent être installées sur toute autre plateforme. Ce n'est pas obligatoire de l'installer sur du Linux. On peut toujours les conserver sur des environnements tels que Windows. SAP ou encore S4 est l'application qui exploite la base de données. Donc, sans SAP HANA, l'application ne sert à rien et ne peut pas fonctionner. Toutes les données se trouvent dans la base de données. Cette base de données permet de faire ce qu'on appelle de l'OLAP, donc du Online Analytical Processing, et de l'OLTP, donc du Online Transaction Processing. C'est que ça permet de faire soit des fonctions analytiques, ce qu'on dirait du reporting, ou encore du transactionnel, et tout ça en temps réel. Merci Sébastien. Maintenant, au niveau du choix des plateformes, les entreprises ont 3 choix. Au départ, il y avait un seul choix. C'était ce qu'on voit ici à gauche, le SAP HANA Certified Appliance. C'est une plateforme qui est basée sur les processeurs Intel et ce sont des serveurs qui sont bâtis uniquement pour supporter SAP HANA. C'est encore disponible aujourd'hui. Par contre, avec le temps, SAP a assoupli les règles au niveau matériel en sortant ce qu'on appelle le TDI, le SAP HANA Tailored Data Center Integration. Ça a permis aux clients de pouvoir exploiter leur infrastructure existante pour y intégrer SAP HANA ou au moins d'effectuer un choix technologique qui répondait mieux à leurs besoins.
Le webinaire d'aujourd'hui va vraiment porter sur ce modèle qu'est le TDI. Plus spécifiquement sur la plateforme Intel et l'hyperviseur VMware, ainsi que sur les systèmes IBM Power et son hyperviseur PowerVM. C'est vraiment les deux choix les plus populaires aujourd'hui quand vient le temps pour les clients de migrer à SAP HANA. On va commencer avec la plateforme Intel VMware. Tout d'abord, les règles générales énoncées par SAP. Les équipements choisis doivent être supportés, listés au niveau de la Certified and Supported SAP HANA Hardware Directory. Sébastien va faire un retour là-dessus en fin de présentation. Ensuite, la version de VMware supportée doit être supportée pour SAP HANA par SAP. On voit dans le tableau ici les versions qui sont présentement supportées. L'idée générale, c'est vraiment de suivre les mises à niveau qui arrivent via VMware, tout en s'assurant qu'elles sont de la compatibilité de ces mises à niveau-là chez SAP. Au niveau du dimensionnement des VM pour SAP HANA, on parle d'un minimum de 128 GB de mémoire et un maximum de 6 TB de mémoire pour les VM qui vont rouler SAP HANA. Au niveau CPU, on doit assigner un minimum de 8 CPU à ces VM-là. Il n'y a aucun overcommit ou hot-add de la mémoire ou du CPU qui est permis pour les VM de SAP HANA. Enfin, les clients doivent faire attention au hyperthreading, aux configurations de hyperthreading dues à la vulnérabilité Foreshadow ou Intel L1 Terminal Fault. Effectivement, ça affecte certains processeurs d'Intel, dont la série Skylake et les processeurs précédents. Puis, ça va vraiment, il peut être recommandé de désactiver l'hyperthread, ce qui va vraiment limiter les performances. Ça doit être tenu en compte dans le sizing qui est fait originalement. Donc, important de noter qu'Intel a corrigé la vulnérabilité sur sa dernière série de processeurs Cascade Lake. Sujet important aujourd'hui au niveau VMware, le NUMA, NumaNode et sa relation avec HANA. NUMA signifie Non-Uniform Memory Access. C'est vraiment l'accès mémoire dans un système multiprocesseur. Sur le schéma ici, on peut voir les processeurs qui sont représentés par les ronds orange, disons. Ensuite, il y a la cache des processeurs en vert, un rectangle vert. La mémoire qui est connectée directement à chacun des processeurs en bleu, carré bleu. Cette mémoire-là, donc, les canaux qui accèdent à la mémoire sont directement reliés au processeur. Par contre, elle demeure disponible pour l'ensemble des processeurs via le réseau d'interconnexion. Ici, on a une représentation de ce que ça peut donner au niveau d'un système à 4 processeurs, 4 sockets chez Intel. Donc, on voit que chacun des processeurs représentés par le carré bleu a un accès direct avec 6 canaux à chacune aux DIMM de mémoire là, qui sont sur le côté des processeurs à gauche ou à droite et que les processeurs entre eux sont interconnectés. L'important ici, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un NumaNode. Un NumaNode, finalement, c'est le processeur et ses accès directs de canaux à la mémoire. Pourquoi c'est si important de parler de ça? C'est que l'accès local versus l'accès distant, donc à l'intérieur d'un NumaNode, comme on voit ici à gauche sur l'image, l'accès est beaucoup plus rapide, soit 60 à 80 nanosecondes, que lorsque mon processeur du NumaNode 0, donc à gauche, essaie d'accéder à la mémoire du NumaNode 1. Donc à distance, 120 à 180 nanosecondes d'accès à distance. C'est donc 2 à 3 fois plus rapide lorsque l'accès est fait localement. C'est ça qui va vraiment venir dicter les règles SAP en termes de placement des VM SAP HANA sur les systèmes VMware Intel. Donc, à partir de là, on a les règles pour que chacune des VM doit être configurée avec un demi, 1, 2, 3 ou 4 sockets. Donc, par rapport au NumaNode toujours.
Donc, on voit tout de suite qu'on ne peut pas assigner un socket et demi ou 3 sockets et demi, 2 sockets et demi à une VM. Il faut vraiment que ça soit des entiers, exception faite d'un demi-socket qu'une VM peut être configurée avec un demi-socket. Ensuite, une VM ANA de production peut partager un socket, dans le cas où elle utilise un demi-socket, avec une VM ANA de non-production ou de production aussi. Ça s'oppose à la ligne suivante. La VM ANA ne peut pas partager un socket avec d'autres VM qui ne sont pas ANA. Donc, autant au niveau d'autres applicatifs SAP que n'importe quelle autre VM, Linux ou VMware, pas VMware, mais Windows, par exemple, un file server. On va passer à quelques exemples de placement. Ça va être important de bien comprendre c'est important de bien comprendre que le placement des VM est vraiment régi par la mémoire requise de la VM. On a un exemple ici d'un serveur 4 sockets avec 3 TB de mémoire. Donc, chacun des pneumonodes a 768 GB de mémoire par socket, finalement. Les exemples permis dans le numéro 1, on a une VM ANA qui fait plus que 1536 GB de mémoire et peut aller jusqu'à 2,3 TB. Parce qu'elle va pouvoir rester confinée à l'intérieur des 3 premiers sockets. Puis cette VM-là va cohabiter avec une VM ANA d'un demi-socket de production ainsi qu'une VM ANA non-production qui va utiliser l'autre demi-socket. Donc tout ça est supporté. Parce que le demi-socket, dans les deux cas, c'est des VM ANA. Exemple 2, on a une VM qui fait entre 768 et 1536 GB de RAM, de mémoire, excusez, va être confinée à l'intérieur de 2 sockets, utiliser 2 sockets. Le troisième socket, lui, va être utilisé par une VM ANA de production et une VM ANA de non-production, utilisant chacun un demi-socket. Et finalement, sur le dernier socket, on va avoir une autre VM, par exemple un file server, qui va cohabiter sur le socket avec, excusez un peu d'eau, avec un système ANA de non-production sur le dernier socket. Le dernier socket, c'est supporté étant donné que la VM, le file server, là, que l'autre VM, cohabite avec du non-production. L'exemple 3 est plus simple, 2 VM identiques à SAP ANA de 768 à 1536 GB de RAM, donc vont utiliser chacune 2 sockets. Et finalement, une grosse VM SAP ANA de production qui va faire jusqu'à 3 TB, donc qui va utiliser l'entièreté du serveur. Passons maintenant à des exemples non supportés, toujours sur le même matériel. Exemple 5. Une VM ANA de production à gauche qui va utiliser un seul socket, parce que donc elle va utiliser 768 GB de mémoire ou moins. Par contre, cette VM-là va cohabiter sur le serveur avec 2 VM qui utilisent un socket et demi. Comme on l'a mentionné, on ne peut pas utiliser un socket et demi, c'est 1 ou 2 sockets. Donc dans ce cas-ci, si les VM doivent avoir chacune 1152 GB de mémoire, on doit leur octroyer chacune 2 sockets. Ça ne rentrerait pas ces 3 VM-là sur un même serveur. Exemple numéro 6, une VM à droite de ANA Production de 1920 GB qui utilise 3 sockets. Le problème se retrouve au niveau du premier socket où est-ce qu'on a une VM ANA de production qui cohabite avec une autre VM, le même file server, disons que tantôt. Dans ce cas-ci, le problème, c'est que c'est un système ANA de production ne peut pas être partagé ne peut pas partager un socket avec une VM qui n'est non ANA. L'exemple numéro 7, on a donc une VM ANA de non-production qui va utiliser un socket et demi, qui n'est pas un problème en soi parce que les règles de NUMA ne s'appliquent pas aux VM ANA de non-production. Par contre, le problème se retrouve au niveau de la VM ANA de production qui utilise 1.728 TB de mémoire et donc, dans ce cas-ci, devrait utiliser 3 sockets et non pas un seul socket et demi. Finalement, dernier exemple, on a une VM de production à droite de ANA de 2.3 TB qui va utiliser 3 sockets, c'est correct. Celle-ci cohabite sur le premier socket avec une VM ANA de production
qui utilise un demi-socket. Le problème se retrouve en dessous au niveau des deux autres VM, dont une des VM est un système ANA de non-production, qui n'était pas un système ANA de non-production, mais c'est l'autre VM aussi qui vient utiliser cet autre demi-socket-là qui n'est pas supporté. On va voir maintenant les impacts sur la croissance, les impacts de la croissance sur la plateforme VMware Intel. Donc, on a le même exemple au niveau, on prend le même serveur physique là, de 4 sockets et 4 x 763 TB de mémoire, là, finalement. On va rouler là-dessus système de production suivant. S4 ANA de 2042 GB, donc qui peut aller jusqu'à 2.3 TB pour être confiné à l'intérieur de ces 3 sockets. Ce système-là va cohabiter avec un système PO, ANA PO de 128 GB et un système Solman SSM de 128 GB. On se rappelle que 128 GB est le minimum requis pour pouvoir rouler SAP ANA sur VMware. Donc, au total, on a 362 GB de libre dans les 3 premiers CPU et 512 GB de libre dans le dernier CPU. C'est important de comprendre que même si cette mémoire-là est libre et même si l'utilisation des CPU ne serait pas à pleine capacité, on ne peut pas rouler d'autres VM sur ce hardware-là, sur ce matériel-là, parce que à cause des règles dictées par SAP. Maintenant, prenons l'exemple que on se porte à la droite. Notre système S4 ANA doit dépasser le 2304 GB de RAM et doit passer à 2.4 TB. Donc, ça signifie qu'il devrait utiliser une portion du 4e socket. Mais on sait qu'on a nos deux systèmes PO et Solman qui utilisent chacun un demi-socket. Là, la manière d'arriver à ça, on peut pas partager ce socket-là avec les 3 VM. On doit donc déménager les deux systèmes PO et Solman vers un autre serveur pour pouvoir libérer le dernier socket, l'assigner à la VM S4 ANA qui va utiliser celui-ci. On se ramasse alors avec 672 GB de libre sur le serveur qui est disponible uniquement pour de la croissance de ce système S4 ANA. On va maintenant passer au niveau des règles IBM Power. Comme pour Intel, les équipements supportés sont les équipements supportés doivent faire partie de la Certified and Supported SAP ANA Hardware Directory. On voit, ça doit être des systèmes Power 8 ou Power 9 uniquement, Power 7 n'étant pas supporté. Au niveau du dimensionnement des LPAR, dans le monde Power, ça signifie Logical Partition. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle une VM du côté VMware. Donc, toujours 128 GB de mémoire minimale. Par contre, le maximum qui était 6 TB au niveau VMware est maintenant de 24 TB au niveau Power, ce qui permet d'avoir des LPAR beaucoup plus grands, des systèmes SAP ANA beaucoup plus grands. On doit assigner un minimum de 4 cœurs en production à nos LPAR et il n'y a toujours aucun overcommit de la mémoire qui est possible. On peut rouler jusqu'à un maximum de 8 instances SAP de production sur un même serveur. Oups, petit glitch ici. Bon. Voilà ce que je voulais vous montrer. On va parler de deux concepts maintenant au niveau IBM Power. Le premier, les Shared Processor Pool et le second, Dedicated Donating Processor. Dans le premier cas, Shared Processor Pool, si vous regardez sur l'image, on a Power 8 hardware le hardware au niveau en bleu. Ensuite, au-dessus de ça, on trouve l'hyperviseur. Et en blanc, un peu vers la droite, là, on va avoir le Shared Processor Pool, sur lequel sont configurés deux Virtual Shared Pool, 1 et 2, et sur lequel on a plusieurs VM, LPAR, désolé, dont 2 LPAR qui exécutent du SAP non production, QA et Dev.
Le Shared Processor Pool, finalement, c'est que ça permet de rouler plusieurs LPAR qui vont se partager les ressources du pool au niveau CPU. Donc, je peux assigner plus de CPU. Je peux assigner en fait moins de CPU que l'ensemble de mes VM dans mon Shared Processor Pool. Ils vont pouvoir se partager les ressources en fonction de la disponibilité de ceux-ci et de l'utilisation des ressources par les autres LPAR. Sauf qu'on ne peut pas rouler de SAP HANA en production sur les Shared Processor Pool. On doit le faire à ce qu'on appelle les Dedicated Donating Processor. Finalement, ce sont des ressources dédiées au LPAR. Ce qu'il y a de bien, cependant, c'est que les ressources qui ne seraient pas utilisées à certains points dans le temps par les Dedicated Donating LPAR peuvent être partagées au Shared Processor Pool. Ça permet vraiment d'optimiser l'utilisation du système à son maximum. Une autre chose qu'on n'a pas au niveau VMware, mais qui est présent au niveau IBM Power, c'est le concept de Capacity on Demand, ou COD comme on dit. C'est supporté ça au niveau SAP HANA. Et ce que c'est finalement, c'est la possibilité de reporter certaines dépenses dans le temps en n'activant pas nécessairement toutes les ressources de CPU et ou de mémoire sur le serveur. Donc, on ajoute un serveur avec 40 cœurs et 16 TB de mémoire. On peut en activer 8 ou 12 cœurs sur 16 et activer seulement 8 TB de mémoire sur les 16. Et quand le besoin se fait sentir dans le futur, on peut activer la mémoire supplémentaire ou les cœurs supplémentaires qui sont rendus requis. Finalement, une dernière règle importante à noter chez IBM Power, le multithreading. Multithreading est supporté dans sa version SMT4 pour Linux. Ce que ça signifie, c'est que finalement, ça se compare un peu au hyperthreading chez Intel. L'hyperthreading a 2 threads par cœur, tandis que le SMT4 a 4 threads par cœur. Donc, plus de performance ici aussi. Et c'est important de noter aussi que ce n'est pas affecté par la faille de vulnérabilité que j'ai mentionnée plus tôt. Bon, on va reprendre un peu des exemples de placement qu'on avait, pas les mêmes exemples, là, mais de nouveaux exemples de placement comme on le fait avec VMware, Intel, sur un serveur IBM Power E950 de 16 TB et 4 sockets. Donc, première constatation que vous voyez à l'écran, les LPAR ne sont pas assignés à un socket en particulier comme on le faisait tantôt avec VMware et Intel. La raison de ça, c'est que le concept de NumaNode n'est pas prescriptif, si je peux dire. Là. Il ne s'applique pas pour les configurations de SAP HANA sous IBM Power. Donc, toutes les VM vont vraiment se faire assigner globalement les ressources requises. À l'écran, on peut voir que les 3 premières VM, les VM ou LPAR, là, je mélange un peu les deux, mais vous comprenez, vont se partager les ressources du shared pool. Donc, dans ce cas-ci, on a assigné 10 cœurs au total. On pourrait avoir dans le share pool 8 cœurs seulement qui vont être partagés à travers les 3 LPAR qui sont non production. Ensuite, on a excusez, les LPAR de production en Dedicated Donating. Donc, comme on disait tantôt, ce sont des ressources qui sont dédiées, mais qui vont pouvoir être octroyées au shared pool advenant le besoin. Fait que le résultat de tout ça, c'est vraiment que c'est un placement plus simple sur IBM Power versus ce qu'on voyait tantôt avec l'Intel VMware parce que ce n'est pas affecté par les règles de NUMA. Exemple, ici on a un exemple de S4 HANA dont la mémoire va augmenter, comme on a vu un peu plus tôt sur VMware. Étant donné qu'il n'y a pas de règle NUMA, l'impact va être moins important. On voit que le S4 HANA est complètement à gauche, là, et utilise 2 TB de mémoire, 2048. Ensuite, on a un système BW for HANA
de 7 TB à peu près, puis un système PO et un système Solman qui sont au minimum, là, toujours 128 GB de mémoire. Là, advenant, tout ça est confiné à l'intérieur de 10 TB de mémoire parce qu'on a 6 TB qui est en Capacity on Demand. Donc, on est supporté. Là, advenant que le serveur, la VM, le LPAR, là, S4 ANA de production doivent augmenter un peu comme on a vu tantôt à 2.4 TB, sous IBM Power, on va être capable de quand même continuer d'utiliser les ressources qui sont déjà activées en augmentant parce qu'on n'a pas le concept encore, comme je mentionnais, de NUMA et de NUMA-Node. Donc, toutes les ressources du système sont partagées et disponibles pour nos différents LPAR, SAP ANA. Maintenant, on va voir des exemples concrets et des cas d'usage réels. Première entreprise représentative de la classe des grandes entreprises avec un chiffre d'affaires de 7 milliards, 2000 employés. Elle œuvre dans le secteur de la distribution et le sizing nous amène à devoir provisionner pour 21 bases de données ANA. On voit ici le sizing qui a été fait au niveau de chacune des instances ANA. Important de comprendre que le contexte, c'est une migration de ECC, donc ERP, et de Solman vers ANA. On a 21 BD, comme je le mentionnais, des landscapes S4 qui vont aller vers S4 ANA et Solman sous ANA. Les environnements de production, développement, QA ou assurance qualité, pré-prod, test et sandbox. Certaines BD vont devoir se retrouver en relève sur un site distant et on a pris une croissance de 10% annuellement sur 3 ans. On voit surtout du 5 ans dans l'industrie, les entreprises vont vouloir mettre en place du matériel qui va être bon pour au moins 5 années parce que c'est quand même des grosses migrations quand on rentre au niveau SAP ANA. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, on a rapporté les calculs à 3 ans juste pour simplifier les choses. Et finalement, la taille de la mémoire, c'est vraiment la taille de la mémoire à 3e année qui est utilisée pour le calcul et le placement des BM. On va regarder ce que ça peut donner. Après avoir analysé tous ces workloads-là, on se retrouve à devoir provisionner 11 serveurs Intel. Tout ça en fonction naturellement des règles qu'on a déjà énumérées et surtout des configurations NUMA-Node. Donc 11 serveurs, chaque serveur dispose de 4 sockets et de 4.6 TB de mémoire, c'est-à-dire 24 barrettes de 64 GB et 24 barrettes de 128 GB. Là on va voir ici l'utilisation des serveurs. En bleu, on voit les processeurs et en vert, l'utilisation de la mémoire. Constatation, on voit que l'utilisation des processeurs entre les serveurs, l'utilisation, c'est ça, des processeurs, donc en bleu, on a certains processeurs qui vont être utilisés, mais en fait, c'est les sockets là, qui sont utilisés à 100%, donc le serveur 1, 2 et 11. Tandis qu'on a les serveurs 3, 7 et 10 qui utilisent seulement 25% et il y en a d'autres qui ont l'air de ne pas utiliser du tout les sockets. La raison de ça, c'est vraiment les règles NUMA s'appliquent qu'en production. Donc, on comprend donc que les serveurs 4, 5, 6, 8 et 9 n'hébergent que des systèmes ANA de non-production. La mémoire aussi, une autre constatation qu'on peut faire, la mémoire est utilisée à un très haut pourcentage sur l'ensemble des environnements. Ça, c'est parce que SAP ANA, c'est une base de données in-memory, comme le mentionnait Sébastien. Maintenant, passons au même sizing, mais sur des systèmes IBM Power, en ce cas-ci des E950, 40 cœurs et 8 TB de mémoire. En fait, il faut comprendre que c'est 8 TB qui ont été activés, mais que c'est sur un potentiel de 16 TB par serveur avec le contexte de Capacity on Demand.
C'est important aussi, vous voyez la colonne où j'ai mis IBM Power 950. Vous avez le placement de chacune des VM là, qui tient compte du besoin en mémoire. Et comme on le voyait aussi précédemment, je peux revenir, au niveau Intel, c'était la même chose. Le placement des VM se fait en tenant compte des NUMA et des besoins en termes de ressources. Je reviens à IBM. Au niveau IBM, l'utilisation donc on a toujours la mémoire en verre qui est pleinement utilisée sur ces serveurs-là, toujours parce que c'est un système SAP HANA en mémoire, et finalement les cœurs en bleu on voit une bonne utilisation, donc souvent on a quasiment 100%, ça peut sembler beaucoup, mais il faut comprendre que les systèmes Power, c'est des systèmes qui sont faits vraiment pour exécuter du traitement à temps plein. Et on doit toujours aussi considérer qu'on a l'option de capacité on demand qui est disponible. On va passer à la deuxième entreprise qui est représentative des PME avec un chiffre d'affaires de 50 millions, 900 employés qui œuvrent dans le secteur du commerce de détail et a 9 bases de données ANA. Le contexte ici, on avait une migration à planifier de ANA 1.0, donc qui se roulait sur un SAP HANA Certified Appliance, comme on a vu au tout début, et il fallait migrer ça à ANA 2.0. La cible est fixée toujours à 3 ans pour les besoins de la cause, avec toujours la même croissance annuelle de 10%. Donc, pour supporter cette charge, on voit les différentes instances ANA ici. Pour supporter cette charge, on a besoin de 2 serveurs Intel, 4 sockets, 2 TB de mémoire par serveur. Au niveau utilisation, on consomme 75% des sockets dans les 2 cas parce que les systèmes de production doivent utiliser 1 et 2 sockets chacun respectivement. Au niveau de la mémoire, l'utilisation se situe autour de 75-55% selon le serveur. Le pourquoi, puis si vous regardez les chiffres, vous allez peut-être vous dire « Ah, ben ça ne peut pas tout rentrer dans 2 serveurs ». La raison, c'est que pour le concept de relève, on utilise ce qu'on appelle HSR. HSR étant HANA System Replication. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, mais brièvement, HSR permet de répliquer la base de données de production vers un deuxième système. On a 2 options. On peut le faire en répliquant vers la mémoire. Dans ce cas-là, il faut assigner complètement la mémoire au système SAP HANA de relève ou vers le stockage. Donc, l'empreinte au niveau de la mémoire requise est minimisée parce que ça s'en va vers le stockage. Ça permet d'optimiser la mémoire parce qu'on peut utiliser cette mémoire-là pour rouler, exemple, des systèmes QA pendant qu'on n'a pas besoin de la relève. Par contre, donc les coûts diminuent nécessairement. Par contre, faut savoir que quand on va tomber en relève, ça va être plus long à remonter parce que va falloir vraiment arrêter le système QA qui roule et monter la relève puis monter toutes les données en mémoire. Le même dimensionnement, mais au niveau Power, requiert 2 serveurs S922. Chacun de... Bon, là c'est écrit 20 cœurs, mais c'est 16 cœurs avec la capacity on demand. C'est une petite coquille là, sur la prochaine slide. On va voir que c'est 16 cœurs. Et 2 TB de mémoire par serveur. Les graphiques ça ressemble beaucoup à ce qu'on voyait au niveau Intel. Ben, la raison, c'est qu'avec 2 serveurs de chaque côté, puis la même mémoire, à un moment donné, c'est les mêmes charges de travail qu'on doit exécuter, donc c'est sûr que ça se ressemble. Autour de CPU qui est autour de 75-80%, puis la mémoire à 80 puis 55% à peu près, tout comme c'était le cas du côté Intel, on utilise aussi pour faire la relève HSR, comme on l'a mentionné. Bon, fait que tout ça nous amène aux chiffres. Lorsqu'on prend tous les requis puis qu'on configure les serveurs pour supporter ces requis-là, on arrive à des différences importantes entre l'architecture par IBM Power et Intel VMware. On va prendre notre première entreprise. On avait déjà établi les requis pour supporter les besoins.
Donc ici, non seulement l'empreinte, le footprint, là, si je peux dire, est beaucoup plus grand au niveau Intel qu'au niveau Power, parce que, comme vous pouvez le voir à gauche, là, on a besoin de 11 serveurs Intel, comme on l'a mentionné, versus 5 serveurs Power E950. Mais ça se répercute aussi au niveau des coûts, des chiffres, là, finalement. En effet, 25%, ça va être près de 25% plus cher pour l'infrastructure vSphere sur Intel. Et donc, ça se traduit en économie de près de 1 million avec IBM Power versus Intel. On prend la deuxième entreprise, c'est plutôt le contraire qui se produit. On avait donc 2 serveurs S922 versus 2 serveurs Intel, tous les specs que vous avez ici. Intel, dans ce cas-ci, est près de 30% moins cher que l'infrastructure Power, pour une économie de près de 100 000 $ avec vSphere sur Intel versus IBM Power. Vraiment, les chiffres parlent ici, puis ça nous permet d'apprécier toute la valeur qu'une bonne analyse va pouvoir apporter à votre entreprise. Parce que une mauvaise analyse de départ peut amener l'ajout de serveurs par la suite, des coûts non prévus ou encore des systèmes non supportés. Je vais arrêter de tousser, je vais passer la parole à Sébastien. Excellent. Êtes-vous prêt à migrer vers la solution S4 ANA? Donc, dans le cas d'un client Brownfield, donc un client qui a déjà SAP, il existe des outils standards de SAP qui sont à notre disposition pour connaître le sizing. Donc, quand je parle de sizing, dimensionnement, c'est autant au niveau des CPU, la RAM et les disques, le stockage requis. Un de ces outils se nomme le Readiness Check. C'est un rapport web directement sur le portail de SAP qui permet de connaître également la compatibilité des différentes composantes et des étapes préparatoires vers une conversion S4 ANA. Ces outils doivent être déployés dans l'environnement de développement, l'environnement d'assurance qualité et finalement l'environnement de production. Concernant son exécution en production, il est fortement recommandé de le faire directement en production et non sur une copie. Si pour des raisons internes, sécurité ou autres, c'est impossible de pouvoir le faire, il y aura des étapes manuelles additionnelles comme les informations d'utilisation via la transaction ST03N. La procédure pour le déploiement dans un ECC est simplement de télécharger quelques notes OSS et de faire rouler différents rapports et d'extraire les données et de les envoyer directement sur le site web de SAP qui, après quelques jours, va être en mesure de pouvoir générer les différents rapports. Si on a besoin de connaître seulement le sizing de SAP ANA, il est possible, c'est une seule et unique note OSS. Même processus, on la télécharge en dev, on la transporte en QA et pour faire rouler le faire rouler directement en production. Une fois l'exécution, on est en mesure d'avoir les résultats directement, pas besoin d'aller télécharger ou de verser quoi que ce soit chez SAP. Comme on peut voir dans la section de droite, il existe aussi le rapport BSR, qui veut dire Business Scenario Recommendation, qui est un rapport de plus de 200 pages qui valide les processus d'affaires qui sont impactés et qui peuvent être améliorés. Plusieurs de ces points soulevés dans ce rapport peuvent être mis en place avant même la conversion S4. Cet outil-là est vraiment axé côté processus, plus côté fonctionnel que technique, et apporte beaucoup de valeur ajoutée. Évidemment, 200 pages, c'est quand même lourd, mais vaut quand même la peine d'être analysé. Dans le cas d'un client Greenfield, donc un client qui n'a pas encore SAP, SAP met aussi un outil en place disponible pour avoir le bon sizing, le bon dimensionnement. Et l'outil s'appelle le Quick Sizer. Une fois toutes les valeurs rentrées, c'est clair que ce n'est pas quelqu'un de technique qui va remplir ce rapport-là. C'est vraiment au niveau des processus d'affaires. Le résultat va donner des SAPS. Donc, ces valeurs-là vont être données à un fournisseur de matériel. Dans ce cas-ci, évidemment, on parle de NaviPro. Il faut comprendre aussi qu'on a l'expérience qui nous permet déjà d'avoir une bonne idée en termes de sizing. Donc, toujours la règle du pouce. On se trompe rarement, basé sur nos expériences aussi. Mais évidemment, SAP recommande de rouler les rapports pour avoir des chiffres plus exacts. Juste à titre d'exemple, un de nos derniers clients qui a procédé à une migration vers S4 ANA
avait une base de données de 4 TB qui roulait sur du Microsoft SQL, a terminé avec une base de données en mémoire ANA de 900 GB. Pour permettre ça, le client a fait justement chose de base, simplement du ménage dans les tables techniques, qui sont des tables de log et souvent il y a des programmes standards qui peuvent être exécutés de façon récurrente qui permet d'éviter que la base de données grossisse. On va en parler un peu plus tard, qu'est-ce qui peut être fait aussi. Puis il faut comprendre que ANA permet également une compression des données. Donc qui permet aussi de sauver, qui donne un bon coup de pouce sur la taille totale de la base de données. Plusieurs choses qui peuvent être faites en avance afin de rendre la transition vers S4 ou ANA plus adéquate et éviter le Big Bang. Il y a clairement une gestion du changement à faire ici. Puisque SAP ANA fonctionne seulement sous Linux, il faut s'assurer que les sysadmins ont les connaissances pour supporter ce système d'exploitation-là. Seulement Red Hat ou SUSE est supporté. Encore là, même chose, comme Alain mentionnait, ça fonctionne soit sur du VMware ou du Helper. Donc, exemple, client qui roulerait avec du Hyper-V, il va avoir aussi des connaissances à acquérir, soit sur tout ce qui est Helper ou VMware. Même chose côté base de données, SAP ANA, puisque c'est une base de données propriétaire, il est fort à parier qu'il va y avoir de l'acquisition de connaissances qui vont être requises pour les basis ou encore les DBA de votre entreprise. Ne pas négliger la partie des outils de sauvegarde. Il faut s'assurer de la compatibilité avec ANA et Linux. Donc, ne jamais rien prendre pour acquis. Et comme aussi Alain a mentionné, la fameuse liste du hardware certifié, comme vous pouvez le voir, ok, on n'a pas mis le lien, mais bon, ceci sera corrigé. Oui, là. On le voit, ok, excusez. C'est bon. Donc, il faut s'assurer de la performance, de la stabilité. SAP, justement, a mis une liste de matériel et ça va jusqu'à la révision, le numéro de révision qui doit être supporté. Hyper important parce que dans les cas de problèmes de performance, stabilité, il est clair que SAP va se retourner vers le matériel pour s'assurer que tout ça a été bel et bien certifié. De plus en plus, oui, au départ, c'était effectivement les appliances. Maintenant, avec le TDI, il y a de plus en plus de matériels qui sont certifiés. Donc, juste aller jeter un coup d'œil, sûrement vous allez trouver ce que vous avez de besoin. Autre chose, SAP ANA fonctionne seulement en codage Unicode. Donc, si vous êtes un vieux client de SAP, fort possiblement que votre base de données est non Unicode. Donc, ça va être également une étape préparatoire à faire avant même de planifier vers la conversion S4. Pour une conversion S4, malgré que SAP n'arrête pas de dire que autant que vous êtes sur ECC 6.0, vous pouvez aller vers S4, il y a quand même un minimum requis. Le minimum peut être aussi simple que quand on parle du système d'exploitation. La façon de le savoir si le système va être supporté vers S4, c'est que le système source doit être supporté par le système de destination. Exemple, vous roulez ECC présentement sur du Windows 2012, mais il faut comprendre que le système de destination, la dernière version qui est la 19.09, requiert un minimum 2016. Donc, il y a encore là, à étape préparatoire, il va falloir mettre à jour le système d'exploitation. Plus vous allez avancer dans le temps, plus que les prérequis aussi vont changer. Donc, tout ça doit être fait sous une forme de roadmap, dans des temps raisonnables pour éviter de devoir refaire 2 ou 3 fois les étapes préparatoires là, pour la migration vers S4. Autre action à faire, puisque la base de données est in-memory et que c'est la mémoire qui a un coût le plus dispendieux, il est important à réduire la taille de la base de données. Donc, ce qui est conseillé, c'est de regarder le rapport Early Watch, donc ce rapport qui sort à toutes les semaines. Et dans ce rapport-là, il est possible de voir les tables les plus volumineuses. Fort à parier que ces tables-là, comme je disais tantôt, vont être des tables techniques, qui auraient du ménage assez simple à faire pour permettre justement d'allouer moins de RAM, de mémoire au système et va justement influencer le coût total des environnements. Donc, pour conclure, il faut comprendre que chaque entreprise est unique et requiert une analyse basée sur vos besoins.
C'est sûr que l'exemple qu'on a donné, grosse entreprise, semble donner un besoin d'helper, petite entreprise, PME, mais encore là, ne rien prendre pour acquis. Appelez-nous et on va être en mesure de justement vous accompagner pour faire le bon choix de matériel pour aller vers ANA. Merci beaucoup, messieurs. C'était assez clair. Comme je vous dis au début, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, on dispose maintenant d'une période de quelques minutes là, pour des questions. Donc, simplement aller au bas et écrire votre question. Moi, j'en ai une déjà pour vous deux. On parle de deux plateformes, IBM Power et Intel. Est-ce que vous les suggérez chacune pour certains types d'entreprises, certains secteurs, certaines grosseurs d'entreprises, ou c'est selon le besoin? C'est sûr que quand on démontrait tantôt les chiffres d'une grande entreprise puis d'une plus petite entreprise, on pourrait penser que les systèmes Power sont plus... ils vont mieux fonctionner ou mieux fitter là, avec une grande entreprise versus puis Intel sur des plus petites entreprises, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours comme ça. C'est là qui est vraiment le besoin de faire une analyse en pré-vente ou en pré-migration pour s'assurer de choisir la technologie qui va répondre à nos besoins. Puis les besoins, comme Sébastien le mentionnait, les besoins sont uniques à chaque entreprise. Une entreprise qui peut rouler des grosses bases de données dans certains cas. Même si elle est plus petite que l'autre entreprise, ça va être vraiment relié avec leur processus d'affaires. Puis vraiment, chaque entreprise est unique. J'ajouterais là-dessus aussi, Alain, il y a une grosse question aussi de mentalité. Personnellement, j'ai peut-être travaillé, je ne sais pas, au-dessus de 150 clients. Dépendamment, il y a des clients qui sont vraiment axés sur du IBM. Il y a d'autres clients qui sont vraiment axés sur du VMware. Encore là, il y a une histoire de mentalité, de philosophie d'entreprise au-delà de l'aspect monétaire. Parce qu'il faut comprendre aussi que si le client, exemple, il est sur du VMware, puis on dit « Ah non, ça serait mieux du helper », dépendamment des coûts, évidemment, mais il y a toujours aussi la question du support, des formations, est-ce que l'entreprise est confortable aussi avec la solution. Donc, de là, l'accompagnement qu'on va faire, puis aussi, comme on dit toujours, la question de mentalité de l'entreprise. Vous évaluez à combien de temps environ pour une implantation, un changement, d'aller vers une ou l'autre des plateformes? Est-ce que ça peut s'évaluer, ça? En termes de temps, de choisir l'une ou l'autre des plateformes, ça va être pas mal équivalent. C'est pas la plateforme temps qui va conduire au temps requis pour la migration. Là, je te laisserai plus aller au niveau SAP. C'est vraiment la migration SAP en tant que telle. Là, la fameuse réponse qu'on donne tout le temps les consultants, c'est toujours « ça dépend ». Donc, encore là, c'est la disponibilité des ressources. C'est à quel moment qu'on peut le faire selon les critères qu'ils ont à l'interne. La quantité de tests, est-ce que les clients sont habitués? Est-ce qu'ils ont l'expérience? Complexité des la systèmes. Complexité, est-ce qu'il y a plusieurs facteurs environnants? Les systèmes satellites, il y a une analyse à faire dans tout ça. OK. Bien, regardez, on avait une période de questions, il n'y a pas de questions. On est déjà à la fin de ce webinaire. Un grand merci à Alain Malbeuf et Sébastien Castonguay pour ce partage d'expérience. Merci également à vous tous d'avoir participé et d'être restés pendant votre heure de lunch. N'oubliez pas aussi de remplir le questionnaire au moment de quitter la plateforme. Mais ce webinaire-là, je vous disais, comme je disais aussi au début, va être à partir de demain sur notre site Internet. Donc, merci encore et au plaisir de vous rencontrer à la prochaine fois. Merci.